Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. De retour à l'hôtel Panache pour enregistrer l'avant-dernier épisode de la saison. Aujourd'hui, je reçois Thomas Lépine, le fondateur de Charlie Crane, qui propose du mobilier de puériculture aussi malin que design. Charlie Crane est une marque que je suivais depuis son lancement, mais que je connais encore mieux depuis que je suis maman. En effet, au moment où il a fallu s'équiper, j'ai tout de suite repéré cette solide table à langer murale qu'on replie en un clin d'œil pour gagner de la place dans une petite chambre par exemple, ou encore ce beau transat en bois qu'on voit partout sur les comptes Instagram les plus pointus et qu'on installe au salon sans crainte de dénoter avec notre jolie déco. Car c'est bien cela le secret de Charlie Crane, transposer les codes des adultes dans l'univers enfant pour créer des meubles inspirés du design scandinave des années 50, entre tradition et modernité. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors la première question qui m'est venue quand j'ai commencé à penser à notre rencontre, c'est le nom. Pourquoi Charlie Crane ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait c'est amusant parce que justement je t'entendais et tu disais Charlie Crane. Et donc, en fait, le nom, entre guillemets, officiel, c'est Charlie Crane. Crane, ah. Voilà. Et le nom vient, en fait, moi, quand j'ai créé cette boîte, c'était pas ma première boîte, donc j'avais déjà un a priori sur le nom que je voulais aborder. Et je voulais pas un nom qui ait une signification. Parce que je sais que quand on monte une boîte, on lui donne une signification et puis finalement, 3 ans après, ça n'a rien à voir et on se retrouve coincé avec une signification qui n'est pas forcément ce qu'on fait au moment où on le fait. Donc je voulais un nom qui ne veuille rien dire, mais qui ne soit pas mon nom, parce que après je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose qui n'est pas mon nom. Donc je voulais pas faire Thomas Lépine Design ou TL Design ou un truc comme ça. Et donc je cherchais un nom qui puisse fonctionner à la fois en anglais et en français, parce que je voulais quelque chose d'international. Et on était en vacances au Sénégal avec ma femme qui s'appelle Mathilde. Et dans cet hôtel où on était, qui s'appelle La Paillote, qui est un très bel hôtel à Cap Skirring, il y avait une grue qui venait régulièrement se poser là quand on était au restaurant. Elle s'appelait Charlie, cette grue. Et donc voilà, c'est venu de là. A crane en anglais, c'est une grue. Une grue, c'est à la fois l'oiseau d'ailleurs et c'est aussi la grue de chantier, c'est la même origine. Et donc on a appelé ça Charlie Crane pour cette raison-là. Et après, il y a des gens qui m'ont appelé Charlie Crane en me disant tu crânes, voilà, c'est des crâneurs. Et en fait, je n'avais pas du tout songé, en tout cas consciemment, sûrement inconsciemment peut-être, mais en tout cas consciemment, à cette signification. Donc le nom officiel, c'est Charlie Crane. Après, les gens m'appellent Charlie Crane, je le laisse faire. Ça... Quand on a un accent comme moi, Charlie. Voilà. Mais effectivement, il y a des gens qui mettent un accent circonflexe dessus. Il n'y a pas d'accent circonflexe. Donc en fait, c'est Charlie Crane. Et d'ailleurs, il y a une petite grue sur le logo qui montre cet oiseau. Voilà. Ah, super explication. Donc, Charlie Crane. Voilà, c'est ça. Je vais dire ça toute l'interview, Non, mais il n'y a pas de problème. On peut tout à fait dire Charlie Crane, il n'y a aucun souci. Mais simplement, voilà, l'origine du mot, du nom, c'est ça. Et quelque part, c'est un nom, justement, qui ne veut rien dire. Et c'était ça mon idée. Bon, après, c'était pas forcément une très bonne idée, parce qu'il y a un vrai Charlie Crane qui est photographe. Qui est photographe, voilà, qui n'a rien à voir. Mais il est dépositaire du .com. Et donc, du coup, j'ai pas de charliecrane.com sur le site internet, donc c'est charliecraneparis.com. Voilà. Alors, racontez-nous l'histoire de votre marque. Est-ce que vous étiez un jeune papa qui ne trouvait pas son bonheur ou ça n'a rien à voir ? Comment vous est venue l'idée de cette marque ? Exactement, c'est deux choses. D'abord, effectivement, j'étais un jeune papa qui ne trouvait pas son bonheur, en particulier sur le transat. J'ai eu des enfants relativement tardivement, à la fin de la trentaine, on va dire. Et donc, du coup, comme beaucoup de gens, j'étais complètement paniqué à l'idée qu'il y ait des enfants qui viennent mettre
le foutoir chez moi, etc. Non pas que j'étais très attaché à une déco particulièrement chiadée, mais bon, voilà. Et en particulier, j'ai bloqué sur cette idée du transat que je trouvais affreux, parce qu'il y a une espèce de gros truc en plastique qui allait traîner au milieu de mon salon, voilà. Et je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Et donc l'idée de cette société est partie de là. Elle est partie de là et elle est partie d'avant aussi, puisqu'en fait, quelques années avant, donc c'était autour des années 2004-2005, j'étais associé avec une graphiste qui s'appelle toujours d'ailleurs Marie Jox à l'époque, et qui avait créé une ligne de peluche design qu'on avait lancée à l'époque, qui a duré 2-3 ans, qui s'appelait les Pookies. C'était une aventure qui a duré 2-3 ans, qui s'est terminée. Mais j'avais déjà créé une marque, touché au monde de l'enfant, fait des salons, maisons et objets. Voilà. Donc j'avais déjà touché à ce monde-là et ça m'avait bien plu. Après, j'avais l'idée d'y revenir, mais sur quelque chose de plus pérenne, de plus technique. Donc le mobilier pour enfants me paraissait intéressant. Voilà. Parce qu'il y avait aussi cette idée que chaque saison, il fallait refaire quelque chose de nouveau, etc. Je trouvais ça il y a un côté épuisant dans la petite déco qu'on n'a pas dans le mobilier, où les choses quand même, on ne vous demande pas de recréer un lit ou recréer un transat toutes les saisons, quoi. Donc au contraire, d'ailleurs, ça prend beaucoup plus de temps, mais quelque part aussi, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc le premier que vous avez créé, c'est le Transat. Alors on a créé quasiment le Transat et la table à langer en même temps. Parce que l'idée, c'était un produit, ça ne faisait pas assez. Donc l'idée, pour arriver sur le marché, c'était d'en avoir 2. Donc on a créé à la fois le Transat et la table à langer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, les présenter chacun ? Alors le Transat, c'est un Transat qui est donc en bois et qui a une fonction principale, c'est celle d'être très joli dans un appartement et en particulier dans un salon, puisqu'en fait, c'était une des choses que j'avais remarqué, c'est qu'en fait, les produits pour enfants ne sont pas faits pour être dans des endroits pour enfants, puisqu'en particulier quand ils sont tout petits, les enfants ne sont pas dans leur chambre, ils sont dans la cuisine, ils sont dans le salon, ils sont dans la salle de bain, ils sont avec vous tout le temps. Et donc, du coup, ils viennent empiéter sur le territoire des adultes. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit à la fois enfantin, bien sûr, mais qui aille bien dans une décoration d'adultes. Donc, c'était ça la première chose. Et la deuxième chose que je voulais faire pour ce transat, c'était lui donner quelque chose de très confortable, où on ait envie vraiment de se plonger dedans. Et pour ça, j'avais une inspiration que Patricia Urquiola avait fait pour Moroso, je crois, avec des choses qui étaient très rebondies et très confortables. Et je voulais recréer ça avec le Transat Levo. Et j'ai mis très longtemps à développer ce coussin. Ça a duré plus d'un an pour vraiment arriver à avoir ce côté comfy, comme disent les anglo-saxons. Pour la table à langer, c'était pareil. Je suis parisien, donc voilà, on n'a pas de place et on voulait faire un produit qui soit très esthétique et qui se mette sur le mur. Et donc, on a créé cette table à langer qui est très belle. Alors après, j'ai eu un petit peu des déceptions parce que je voulais faire des couleurs. Et puis en fait, on s'est rendu compte rapidement que les gens étaient assez conservateurs et que finalement, ce qu'ils préféraient, c'était le blanc et le bois. Et qu'en fait, les couleurs, ils n'aimaient pas. Donc on a abandonné les couleurs. Donc maintenant, elle n'existe qu'en blanc. Donc vous avez ce transat et cette table à langer murale. Vous avez aussi, en fait, vous avez 6 produits phares. Vous avez également le berceau, la chaise haute, le lit évolutif et le bureau mural. J'ai envie de dire seulement, entre guillemets, en 7 ans. J'imagine que c'est un choix. Pourquoi cette stratégie ? Parce qu'un nouveau produit est long à sortir ou vous préférez proposer de nouvelles finitions plutôt que d'étendre la gamme ? Alors non, c'est pas forcément un choix. C'est qu'un produit, ça prend beaucoup de temps à fabriquer, à réaliser. Je suis toujours hyper déçu par rapport à ça. Je me dis, on va le faire en 6 mois. Et en fait, non, on ne le fait jamais en 6 mois, on le fait en 2 ans, en général. Donc, entre le moment où on dit, tiens, on va faire un lit, ou tiens, on va faire une chaise, ou tiens, on va faire un transat,
Entre le moment où on lance le projet et le moment où ça il sort sur le marché, en général, il faut 2 ans. Et pourquoi c'est si long? C'est qu'il y a une recherche technique? Alors, déjà, il y a une phase de design qui est souvent assez longue. Les idées ne viennent pas comme ça du jour au lendemain, surtout si on veut faire des produits qui sortent de l'ordinaire. Et puis après, il y a la phase de prototype et d'industrialisation qui est très longue. Il faut parfois trouver des nouveaux fournisseurs, donc ça prend du temps. Les fournisseurs, on n'est pas on n'a pas une usine, donc on peut pas dire tiens j'ai une idée, je vais la tester. Donc ça prend du temps. Les fournisseurs mettent 1 mois, 2 mois à répondre. On reçoit un prototype, il va pas, il faut corriger, on leur renvoie. On a perdu encore 1 mois, et puis c'est les vacances, et puis on a perdu encore 2 mois. Et puis là-dessus, on fait des tests sur les normes. En fait, on a des problèmes parce que ça va pas, il faut retravailler. Et après, il y a la phase de fabrication, de mise en place de moules, ce genre de choses. Parfois, on doit commander des pièces, on attend 2 mois que le fabricant commande la pièce, qu'il arrive. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Et à chaque fois, je suis surpris que ça prenne autant de temps, mais en fait, on n'arrive pas à réduire ce temps de maturation des produits. On n'est pas du tout dans le textile où les choses vont beaucoup plus vite. Le mobilier, ça prend du temps, et pour en avoir parlé avec des confrères, finalement, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et en plus, j'imagine que dans le domaine de l'enfant, il y a des normes de sécurité? Oui, bien sûr, il y a des normes de sécurité. Pour chaque produit, il y a une norme spécifique. Comme quoi, par exemple? Sur chaque produit, il y a une norme. Donc, sur le Transat, il y a une norme. Il y a même des normes qui sont différentes. Il y a des normes qui sont pour l'Europe. Il y a des normes qui sont pour les États-Unis. Il y a des normes qui sont pour l'Australie. Il y a des normes qui sont spécifiques à certains pays. Par exemple, l'Angleterre a des normes très spécifiques sur les caractéristiques incendie, parce qu'ils ont eu des grands feux dans les années 1890, et donc depuis, ils ont mis en place au fur et à mesure des choses qui sont très lourdes et que nous, on se refuse à respecter, parce que je trouve que c'est très mauvais de traiter chimiquement les textiles. Donc on préfère, entre guillemets, ne pas respecter ces normes que de les respecter, parce qu'on trouve que c'est un peu ridicule. Personne ne vient avec un chalumeau sur un transat voilà. On n'est pas sur un rideau de Seine. Mais bon, voilà. D'ailleurs, il y a aussi des mouvements. Il y a une autre régulation aussi qui est un peu dans le même genre, qui est en Californie. Ils ont à peu près la même, mais sur laquelle ils sont en train de revenir, justement parce qu'en fait, elles vont à l'encontre des régulations qui sont des régulations contre les produits chimiques. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit ça ne doit pas prendre feu, et de l'autre côté, on vous dit vous ne pouvez pas utiliser des produits chimiques. Et en fait, quand vous faites l'un plus l'autre, en fait, vous ne pouvez rien faire. Donc, on est quand même obligé de faire des choix. Et ça prend du temps aussi. Et ça prend oui, ça prend du temps. Il faut faire des tests. On passe par des laboratoires. Tout ça prend beaucoup de temps. Et quand un nouveau produit est sorti, ensuite vous avez de nouveau l'envie d'un nouveau. Non, les choses se font au fur et à mesure. C'est que là, en ce moment, il y a un produit qui est en développement, qui est sur la table à dessin, entre guillemets. Il y a 2 produits qui sont en phase d'industrialisation. Et il y a 6 produits qui sont sortis. Donc, parce que si on attendait que l'un, on n'aurait rien de nouveau pendant 2 ans. Donc là, l'idée, c'est de sortir au moins un produit par an. Et c'est vous qui avez l'idée, ou vous avez une équipe qui vous suggère Moi, j'ai l'input du produit. Après, je travaille avec des designers. Donc je travaille essentiellement avec 2 équipes de designers. L'un qui s'appelle Gaspard Tiné-Bérès, et l'autre qui s'appelle Eric de Meyer. Donc ils ont produit à peu près la moitié chacun des produits. Voilà. Ils sont en interne ou ils sont indépendants ? Non, ils sont indépendants. Eric, il a une formation, c'est le premier avec qui j'ai travaillé, il a une formation, pas de designer, mais il a une formation d'ébéniste. Il a fait l'école Boulle. Donc justement, parce que je cherchais quelqu'un qui avait cette connaissance du bois. Par contre, Gaspard, lui, a une formation de designer industriel. Il a fait le Royal College à Londres. Oui, parce que eux, leur mission, c'est de réussir à faire du pratique, du confortable et du design. Du pratique, du confortable, du design, et qui respecte la norme. Et qui respecte la norme. Parce qu'en fait, sur certains produits, le respect de la norme, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile. Comme lequel, par exemple ? Le plus difficile aujourd'hui, c'est la chaise haute. Parce que la norme de la chaise haute, elle est extrêmement complexe. Il y en a eu plusieurs étages, entre guillemets. La dernière, elle date de 2017.
et elle est de plus en plus contraignante. Et donc, c'est de plus en plus difficile de faire des choses qui sortent de l'ordinaire parce qu'en fait, pratiquement tout vous est imposé, quoi. Vous dessinez ou Pas du tout? Absolument pas. Vous n'êtes pas du tout Non. designer à la base? Je suis pas designer. Je suis pas designer et justement, j'essaye de pas l'être du tout. Et moi, mon rôle, c'est de dire non, c'est moche ou oui, c'est bien. On va en reparler après. Mais sur ce style, on parlait de design. Vous avez quand même un fil rouge dans vos créations. C'est ce style design scandinave. Pourquoi celui-ci ? Alors, en fait, quand on dit le style design scandinave, c'est vrai et c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi de la communication. À un moment, tout le monde a dit c'est du style scandinave. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques designers scandinaves qui sont devenus très connus, en particulier Hans Wegner, des gens comme ça, ou Alvar Aalto, ou des gens qui ont travaillé le bois courbé un peu avant tout le monde. Mais après, il ne faut pas oublier que nous, en France, on a une tradition aussi de designers. Par exemple, si vous prenez la chaise Thibaut, elle n'est pas du tout de style scandinave, elle est beaucoup plus inspirée du design français des années 50, notamment un designer pas très connu qui s'appelle Jacques Itier, qui a fait beaucoup de design comme ça en tubulure de chaise. Après, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que quand on travaille le bois, en gros, aujourd'hui, on a deux solutions. Soit on travaille le bois entre guillemets en planche qu'on va aller assembler et découper, soit on travaille en bois, ce qu'on appelle cintré. Donc ça, c'est ce qui permet de donner des formes courbes. Et en fait, c'est plus l'idée de ces formes courbes qui donne cette idée scandinave. Mais en fait, l'idée des formes courbes, c'est parce qu'on est dans le domaine de l'enfance. Moi, je trouve que ce qui est important dans le domaine de l'enfance, c'est d'apporter effectivement ce côté douceur qui est apporté par ces formes courbes. Et quand on travaille le bois, les formes courbes, elles sont données par cette technique du bois centré qui consiste à en fait mouler des planches, enfin des plaques de bois, donc des roulés, on en met 10, on en met 15, et on les moule à des formes qu'on a envie de donner. Donc c'est ça en fait l'origine. Après effectivement, c'est vrai que du coup ça ressemble à du design scandinave parce que c'est une technique qui a beaucoup été utilisée par ces pionniers, effectivement, finlandais et danois des années 50. Oui, et puis c'est très, très tendance de parler de design scandinave années 50. C'est une façon de surfer aussi sur les tendances. Oui, c'est vrai qu'après, effectivement, bien sûr, c'est à la mode depuis un certain temps et ça continue de l'être. J'attends le moment où ça ne va plus l'être et qu'on va revenir aux années 70, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça revienne tout à fait, quoi. Où est-ce que vous faites fabriquer ? Alors, je fais fabriquer tout ce qui est partie bois, je le fais fabriquer en Europe. Donc, on a en Europe, aujourd'hui, on a plusieurs usines. On en a en Croatie, on en a en Turquie, on en a en Grèce et on en a en Lituanie. Voilà. Et comment vous suivez, du coup, la production ? Vous vous déplacez beaucoup ? Non, pas tant que ça. Sur les entreprises avec lesquelles vous travaillez depuis le début ? Non, on a travaillé avec des entreprises et pour des raisons X ou Y, on a dû changer à plusieurs reprises. Après, ça reste des pièces industrielles, donc comme je vous l'ai dit, elles sont moulées. Donc à partir du moment où elles sont moulées, en fait, elles sont précises. Et après, elles sont découpées à ce qu'on appelle la 5-axes en général, c'est-à-dire une machine à commande numérique qui fait la découpe, les trous, etc., etc. Et ça aussi, normalement, une fois que c'est calé, il n'y a pas trop de problèmes de fabrication. Et après, on a des bons fabricants. Je ne dis pas qu'on n'a pas des problèmes, on a tout le temps des problèmes. Mais globalement, on n'a pas besoin de s'y rendre régulièrement pour contrôler la qualité. Et vous travaillez beaucoup avec des matériaux naturels. Est-ce que vous êtes dans une approche durable ? Alors, on essaie, oui et non. On est sur sur des matières naturelles qui sont le bois. Cela dit, le bois cintré, je le dis très clairement, ça utilise de la colle. Donc, qu'est-ce que vous appelez le bois cintré pour ceux qui ne savent pas ? Le bois cintré, ça consiste à prendre la première phase du bois cintré, c'est de faire ce qu'on appelle le déroulage, c'est-à-dire vous prenez un tronc de bois, en général du hêtre ou du bouleau, ça peut être du chêne aussi, et en fait vous allez le peler comme une orange. Et vous allez en faire des feuilles qui vont être très petites, en général de 1,2 mm à peu près. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces feuilles et on va les coller ensemble. Et donc, pour les coller ensemble, on va les mettre dans des moules. Et on va passer
chaque feuille dans de la colle. On va les presser dans un moule et on va faire en sorte de chauffer la colle pendant à peu près 40 minutes à 1 heure, qui vont faire que en fait, vous allez retirer toute l'humidité. Et donc, vous allez avoir quelque chose de assez léger, très dur, et qui a une très bonne forme, puisque vous lui donnez la forme que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire exactement tout ce que vous voulez, puisque vous ne pouvez pas donner de forme 3D, parce qu'il faut respecter le fil du bois. Le bois a un fil. Vous pouvez courber dans un sens, mais pas dans l'autre, sinon il se casse. Mais du coup, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est la technique du bois cintré qu'on utilise aujourd'hui pour presque tous nos produits, pour le transat, pour la table à langer, pour la chaise, pour presque tous nos produits. Oui, vous ne travaillez quasiment que le bois pour vos produits. Oui, et essentiellement le bois cintré. Voilà, on ne travaille pas le bois massif. Le bois cintré, ça a plusieurs avantages. C'est plus léger, ça bouge moins, parce que le bois massif, il bouge plus en fonction de la température ou l'humidité. Donc parfois, vous pouvez avoir des problèmes d'ajustement ou ce genre de choses quand vous voulez faire des choses très précises. Le bois cintré, comme il a été, entre guillemets, travaillé industriellement, il est beaucoup plus précis. Oui. Vous avez fait des collabs avec d'autres marques un peu dans l'air du temps, surtout pour les imprimés, avec Little Cabaret, My Moumout, le petit Lucas Dutertre, Ouais. ou Milinana, avec qui vous venez de décliner toute une gamme en terrazzo, qui est très jolie. En quoi c'est important de faire ces collaborations ? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces marques ? Alors, souvent, c'est des rencontres, déjà, des gens avec qui on s'entend bien. Les gens avec qui on partage des valeurs, donc ça devient des amis, donc ça c'est quelque chose qui est important je trouve dans ce qu'on fait, parce que c'est sympa de partager. Et ensuite, nous, comme on fait du mobilier et de la déco, mais sur la partie déco, on veut pas avoir vraiment une image précise en disant on va faire des imprimés de tel style plutôt que tel autre. Et donc on a nos imprimés qui sont un peu les basiques, on va dire. Et puis après, plutôt que de développer nous-mêmes des imprimés, je sais pas, fleurs ou ce genre de choses, eh ben on va aller chercher chez les autres des choses et partager. Et puis après, c'est aussi une opportunité de communication, puisque en fait, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, on va aller partager notre fichier Instagram, faire des concours, ce genre de choses qui va faire qu'on va aller partager des communautés qu'on n'a pas forcément en commun. Justement, sur Instagram, vous avez un beau compte Instagram, Charlie Crane est très suivi, et vous relayez beaucoup les photos de vos produits parce qu'ils sont très instagrammables quand même. Vos clients ont souvent du goût et du budget pour leur déco, donc ça donne quand même des jolies photos. Le transat, par exemple, c'est presque devenu un objet de désir grâce à Instagram, parce qu'il y a plein de mamans branchées qui l'avaient aussi. Est-ce que vous pensez à tout ça quand vous imaginez une nouveauté ? Enfin, est-ce que les réseaux sociaux sont importants aujourd'hui dans votre stratégie ? Alors, les réseaux sociaux ne sont pas importants, ils sont primordiaux. Ils sont primordiaux. Je veux dire, aujourd'hui, c'est presque 90% de notre communication. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance avec le Transat Levo, parce que effectivement, c'est un produit très instagrammable. D'ailleurs, parfois, on nous le reproche. On dit vous êtes une marque Instagram, un peu. Mais tant mieux. Voilà, bon, c'est un plus. Mais finalement, c'est aussi la nature du produit qui fait ça. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on utilise dans les 5 premiers mois de la vie de l'enfant. Et donc, c'est des moments où les gens prennent beaucoup de photos, où les gens partagent beaucoup, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a d'autres produits où les gens partagent beaucoup moins. Sur la chaise, on a beaucoup moins de partage, parce qu'en fait, quand l'enfant il a 3 ans, on ne met pas forcément les photos de son petit... avec de la purée partout. Avec de la purée partout, etc. Mais par contre, son petit bébé de 2 mois, oui, on le met. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup. Évidemment, on a une grosse action. On est en contact avec beaucoup d'Instagrammeuses et de blogueuses. On leur donne des produits. On ne paye jamais pour avoir des Instagram, mais on leur donne des produits. Donc ça, c'est notre stratégie. Mais après, c'est vrai qu'on a une action importante sur Instagram. Aujourd'hui, c'est 80% de notre communication, parce que si vous voulez toucher aujourd'hui des gens dans la déco et dans l'enfance, c'est le moyen aujourd'hui pour les toucher. Enfin, en tout cas, un certain public de plus en plus large.
Alors, vous nous disiez, vous n'êtes pas designer, vous êtes quoi? Vous êtes entrepreneur, on peut dire? Oui, on peut dire que je suis entrepreneur. Effectivement, c'est le bon mot. Après, moi, j'aime bien dire que je suis éditeur, que mon métier, c'est d'être éditeur de produits mobiliers. Les gens, souvent, ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire, mais voilà. Oui, nous, dans le monde de la déco, on sait, mais c'est vrai que c'est un mot que j'utilise pas beaucoup parce voilà. Peut-être vous pouvez nous expliquer en 2 secondes ce que ça veut dire que d'éditer des meubles. Alors, en plus, c'est pas tout à fait vrai parce que les vrais éditeurs de meubles, c'est plutôt vraiment des gens qui vont aller éditer des choses qui sont vraiment réalisées par des designers. Pas des leurs, oui. Alors que là, la démarche est un peu différente parce que les produits sont quand même beaucoup plus initiés par nous. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va aller éditer des produits qui sont pensés par des designers. Et ensuite, on va aller chercher les fabricants qui vont bien le faire et les distribuer. Donc, tout comme un éditeur publie des auteurs. Donc, c'est cette même démarche. Et quel a été votre parcours, du coup, avant de créer Charlie Crane ? Alors, un parcours qui n'a absolument strictement rien à voir. J'ai travaillé dans le monde de la communication et de l'Internet pendant 20 ans, ou même plus, où j'ai commencé même avant l'Internet, à l'ère du multimédia et des CD-ROM. Voilà, j'ai travaillé pour des éditeurs type Hachette ou des gens comme ça. Et puis ensuite, j'ai pas mal travaillé pour des groupes de communication dans le monde de l'Internet. Et j'ai complètement bifurqué. À quel moment ? Au moment où vous avez eu des enfants, comme vous nous disiez au début ? Au moment où j'ai eu des enfants, et même avant, puisque j'avais créé cette marque qui faisait un petit peu des peluches. Et donc, c'était déjà une première incursion dans le monde de l'édition. Et comment vous avez appris, du coup, ce métier ? En faisant beaucoup d'erreurs. Toutes les erreurs que je pouvais faire, je les ai faites. C'est aussi peut-être pour ça que ça a pris du temps. Et quel est votre job au quotidien ? Vous avez une équipe ? Oui, bien sûr, j'ai une équipe. J'ai les designers qui travaillent avec moi. Après, il y a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un qui fait tout ce qui est administration des ventes et qui fait tous les envois au quotidien sur les commandes et tout ça. Il y a quelqu'un qui fait le commercial. Et puis après, il y a un centre de logistique qui est déporté, qui n'est pas chez nous, qui est dans la région lyonnaise, où ils font toute la préparation de commandes, la réception, voilà. Et il y a quelqu'un qui est aux achats. Et vous dirigez toute cette équipe ? Moi, je dirige toute cette équipe et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est communication visuelle. Ça, c'est moi qui m'en occupe un peu plus personnellement. Et puis là, récemment, on a eu l'opportunité de s'agrandir et donc on a créé un studio photo au sein de notre bureau. Donc, ce qui nous permet de créer des ambiances plus facilement, de mettre en place justement pour avoir plus de matière pour Instagram ou ce genre de choses. Donc de plus en plus, on fabrique nous-mêmes les images qu'on veut diffuser. Ouais. Vous êtes très présent aussi dans le monde entier. C'est géré de Paris ? Tout est géré de Paris. Alors après, c'est vrai que c'était une volonté de notre part d'être international dès le départ. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom de Charlie Crane. Oui. Et c'est vrai que dès le départ, on a pas mal d'actions vers les États-Unis où les Instagrammeuses justement sont très développées. Il y a quelque chose qui nous a fait exploser aux États-Unis il y a à peu près 1 an, puisqu'en fait il y a une blogueuse, enfin une Instagrammeuse qui s'appelle Joanna Gaines, qui est une sorte que nous on connaît absolument pas en France. Voilà. Et tout d'un coup, au mois de juillet, j'ai eu 50 commandes des États-Unis qui ont popé en l'espace de 6 heures ou quelque chose comme ça. Je me suis dit mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y a cette Instagrammeuse qui avait donc 8 millions de followers, a acheté pour son 6e enfant un transat, et chez nous, mais on ne le savait pas. Et donc elle a mis la photo et on avait 500 000 commentaires de gens qui demandaient d'où vient ce transat. Et en fait, on s'est rendu compte que cette femme, donc, qui s'appelle Joanna Gaines, en fait, c'est une sorte de papesse de la déco aux États-Unis. Elle a une chaîne de télé. C'est un peu la Valérie Damido américaine. Voilà. Vous pouvez aller voir son compte Instagram si vous voulez. Et donc, les Américains ont découvert mon produit comme ça. Et depuis, on a une très très grosse croissance aux États-Unis grâce à cette Joanna Gaines que je remercie, mais qui et encore une fois la puissance d'Instagram et la puissance absolument phénoménale d'Instagram. Vous vous attendiez à un tel succès ?
Après, un tel succès, oui, enfin ça marche. Hein, mais après, on reste une toute petite société, très petite par rapport à plein d'autres. Hein, donc on est connu, mais on n'est pas non plus une multinationale avec 100 000 personnes. Ça reste oui, mais vous êtes une marque qui plaît beaucoup. Oui, on est une marque qui plaît, qui a une bonne image. Maintenant, il faut aussi que ça se traduise dans les faits. Voilà. Qu'on se structure pour faire en sorte qu'on soit capable de livrer, de faire plus de produits, etc. etc. Vous vouliez faire quoi petit ? Je voulais être joueur de tennis. On retrouve... Vous vouliez développer ? Non, bah, voilà. Je voulais gagner Roland Garros. Ah voilà, je sentais que vous vouliez ajouter quelque chose. On retrouve Charlie Crane dans les plus belles boutiques déco enfants. Faut dire qu'il y a quand même pas... Vous dites que vous êtes petit, mais il y a quand même pas beaucoup de marques comme la vôtre. Vous avez une poignée de concurrents sur ce créneau design. Est-ce que vous trouvez pas que la déco enfant est un peu en retard en termes de style ? Non, je trouve que depuis 10 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se passent et non, je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur. Après, il y a toujours ce phénomène qui fait que, d'ailleurs, quand vous dites qu'on est un international, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'en fait, on est quand même très cantonné à un monde occidental. On vend très bien aux États-Unis, on vend très bien en Australie, on vend très bien sur une grosse partie de l'Europe, en particulier de l'Europe du Nord. Après, il y a des tas de régions qui sont tout à fait hermétiques au fait de dépenser de l'argent, parce que quand on dit déco, design, etc., ça veut dire de l'argent. À un moment, on ne peut pas faire des choses qui sont belles, jolies, etc. pour 3 francs 6 sous. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent très hermétiques à ce monde-là. Donc voilà, donc il y a des choses qui se sont développées. Maintenant, on est quand même limité par le fait que les gens disent « Oh là là, ça coûte cher pour une durée d'utilisation de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. » quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on ne met pas plus comme budget qu'on pouvait mettre il y a 15 ou 20 ans ? Parce qu'on a envie d'avoir tel transat, tel lit pour enfants, tel tour de lit. Sans doute. Je ne saurais pas vous dire. Comme je n'avais pas d'enfant il y a 15 ans, je ne sais pas. Les gens, ils ont toujours mis de l'argent. J'ai l'impression qu'ils dépensaient différemment. Ils allaient chez un fabricant qui faisait toute la chambre et ils étaient capables de dépenser beaucoup d'argent pour une chambre d'enfant, mais de façon différente. Ils n'avaient pas tendance à picorer comme on le fait aujourd'hui. Donc ça c'est bien et ça c'est nouveau et je pense et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Moi il y a des gens qui me disent pourquoi vous faites pas une chambre complète, etc. C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. On a envie de les gens ils sont libres et ils associent notre marque avec telle autre et c'est très bien. Notre transat il est pas fait pour être avec la chaise et avec le lit et avec non. C'est pas ça l'idée. Et aujourd'hui, l'univers enfant se rapproche clairement de celui de l'adulte aussi, que ce soit en termes de couleurs, de lignes de mobilier, de motifs, ce que vous faites aussi. Comment on l'explique ? Est-ce que ça correspond à notre mode de vie actuel où l'enfant est aussi très intégré ? Bien sûr. L'enfant, aujourd'hui, enfin, je pense qu'il a toujours été intégré, mais on avait cette idée qu'il devait être dans son coin. Mais globalement, l'enfant, et en particulier le petit enfant, il ne vit pas dans sa chambre, il vit dans le salon avec nous. Donc, la plupart du temps, moi j'ai 3 enfants et ils sont tout le temps fourrés dans le salon. Ils ne sont jamais dans leur chambre, ou très rarement. Donc, on fait la déco, on fait une déco ensemble qui convient à tout le monde. Vous êtes papa, justement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les hommes s'investissent de plus en plus dans l'univers des enfants ? J'espère. Côté déco, notamment, il y a de plus en plus de papas qui donnent leurs avis, non ? Je regarde quand même les gens qui nous suivent sur Instagram, c'est 94% de femmes, je crois. Voilà. Ouais. Donc il y a peut-être 6% d'hommes qui se sont un peu égarés, mais pour l'instant, ça reste quand même très féminin. Effectivement, moi, dans les gens avec qui je parle, etc., c'est vrai que c'est beaucoup de femmes, en particulier sur les marques. Après, les fabricants, etc., ça c'est autre chose. Mais le monde dans lequel j'évolue, tous les gens avec qui j'ai fait des collabs, etc., c'est essentiellement des femmes. Mais vos designers sont 2 hommes. Mes designers sont 2 hommes, absolument. Et pour la chambre de vos enfants, est-ce que vous avez donné votre avis ? Oui, j'ai acheté, bien sûr, j'ai acheté le lit superposé à une marque très belle qui s'appelle Perloudi, qui est fait par un Autrichien très sympa, qui n'est pas forcément très doué pour le business, mais très doué en design. Et puis après, voilà, sinon le reste, c'est plus ma femme qui a choisi les couleurs de la chambre, on va dire. Pour les détails Enfin, les détails, après, au bout d'un moment, on oublie les détails quand on a 2 garçons qui ont énormément de Lego et tout ça. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes sensible à la déco dans l'absolu ? Oui, bien sûr.
Je suis sensible à la déco. Après, je suis pas un ayatollah de la déco. Mon salon ne fera pas la une de Maison et Jardin. Donc voilà, ça reste très vivant. Et, Il est comment votre salon, par exemple? C'est comment chez vous? Vous avez un style déco que vous aimez bien? Oui, j'ai un style. Il est assez. Il est pas minimaliste du tout. Il est plutôt assez coloré. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus minimaliste, mais on n'y arrive pas. Voilà. Et après, il a des pièces qui sont assez originales. Il y a des pièces qui sont chinées. On a notamment un fauteuil orange qu'on appelle la baleine, qui est une sorte de fauteuil des années 60 américain. Après, on a un canapé de chez Red Édition. On a des choses comme ça. Vous chinez ou vous achetez des choses plutôt contemporaines? Les deux. Quel est votre dernier achat déco? Une bibliothèque pour la maison de campagne qui est d'un designer d'une marque italienne dont j'ai oublié le nom, qui est très minimaliste pour le coup. Et qu'est-ce que vous n'achèteriez jamais? Un fauteuil des iguales? Ça existe? Non. Si j'en faisais un, je l'achèterais pas. Et est-ce qu'il y a un meuble dont vous rêvez? Oui, il y a le fauteuil Barcelona que j'aimerais bien avoir, et peut-être un fauteuil de Patricia Arcola, des choses comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas capable aujourd'hui de mettre 5 ou 10 000 euros dans une pièce. On va terminer avec les questions à What Mill. Donc, question à 2,50 €, le prix d'une médaille en chocolat. Vous appelez Thomas Lépine, et comme vous êtes ingénieux, est-ce que vous êtes en famille avec le fondateur du concours Lépine? Oui, c'est mon arrière-grand-oncle. C'est vrai? Voilà. Mais en même temps, le fondateur du concours Lépine, c'était un préfet de police qui certes était tourné sur les innovations, mais qui n'était pas du tout lui-même un inventeur. Hein. C'était un préfet de police, tendance plutôt droite. Hein. Et pourquoi il a lancé ce concours ? Parce que il était préfet de police dans les années 1900-1910, donc c'était une époque où on était en plein progrès, etc. Et donc je pense qu'il a lancé ce concours pour faciliter les inventions, mais je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, je ne connais pas exactement l'histoire. Et est-ce que vous savez qui est médaille d'or cette année ? Absolument pas. Eh bien je l'ai. Ce sont deux Toulousains qui ont inventé un parasol qui ne s'envole pas, qui a la forme d'une feuille qui flotte et qui absorbe les effets du vent. Très bonne invention. Question à 369 €, le prix d'un berceau Koumi de Charlie Crane, qui crée donc un mouvement de balancement naturel pour endormir un bébé. Comme vous avez 3 enfants et qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui nous écoutent, est-ce que vous auriez, vous, la meilleure technique pour endormir un enfant qui ne veut pas dormir, surtout l'été quand il fait chaud ? Alors, oui. J'ai la technique. Enfin, nous, on l'a fait avec nos 3 enfants et l'emmaillotage, ça a marché parfaitement. D'ailleurs, ça s'appelait la couverture magique, je crois. Question à 199 €, le prix de votre transat en hêtre Levo. Ce sont bientôt les vacances. Est-ce qu'on peut aller à la plage avec un transat ou c'est trop ringard ? Ah bah non, moi j'adore. Bah oui, c'est très beau un transat. Un beau transat bleu et blanc, c'est pas du tout ringard. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.